Alors, Final Fantasy XVI est sorti sur PC, on va donc aller voir comment se comporte ce portage, et spoiler, c'est pas génial. Alors, on va aller voir tout ça juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Alors, petit changement qui n'en est pas vraiment un pour le sponsor de la chaîne, vous connaissez sûrement Godil24 qui accompagne la chaîne depuis maintenant pas loin de 2 ans, eh bien on bifurque maintenant sur KissFan, qui est un autre site de la même boîte, mais c'est exactement la même chose. On retrouve donc les classiques, ainsi que les mêmes codes promo et réductions avec les clés Windows 10 Pro à moins de 9€, et les clés Windows 11 Pro pour moins de 14€ avec le code de la chaîne VCG50. Et pour les clés Office ou les packs Windows plus Office, vous bénéficiez de 62% de réduction avec le code VCG62. Au niveau du paiement, le processus est expliqué en bas de la page de l'offre qui vous permettra de choisir votre moyen de paiement par carte ou PayPal, et au moment de recevoir là ou les clés par mail avec les instructions pour les utiliser, n'oubliez pas de vérifier que le mail ne soit pas dans votre répertoire spam au cas où. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui vous accompagnera au plus vite. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça vous permet de soutenir la chaîne qui survit en grande partie grâce à ce partenariat, tout en ayant quelque chose en retour. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et à KissFan qui sponsorise cette vidéo. Donc Final Fantasy XVI, c'était jusqu'ici un jeu exclusif PS5 de la part de Square Enix, et du côté des consoles, on est d'ailleurs pas vraiment certain qu'il arrivera sur Xbox un jour. Il y a des rumeurs qui vont un petit peu dans les deux sens. Le jeu était sorti en juin 2023 sur PS5 et il arrive donc un petit peu plus d'1 an après sur PC. Au niveau des critiques, le jeu a des retours plutôt positifs dans l'ensemble, c'est pas un jeu révolutionnaire mais plutôt sympathique dans l'ensemble. Et au niveau des ventes, si on en croit les dernières déclarations de Square Enix, ça s'est pas vendu aussi bien qu'espéré, tout comme Final Fantasy VII Rebirth. Et au niveau de l'accueil sur PC, le jeu est sorti hier, on a vu un pic de joueurs à plus de 22 000, c'est correct, mais c'est pas non plus une dinguerie. Si on compare ça aux dernières grosses sorties du type Black Myth Wukong, bon, c'est pas vraiment surprenant non plus. Les Final Fantasy sur PC, ça n'a jamais vraiment cassé la baraque, en dehors de Final Fantasy XIV, et je pense qu'avec les exclus PlayStation qui arrivent sur PC plus tard, on sent que petit à petit l'enthousiasme s'essouffle un petit peu, et c'est vrai que les chiffres serait sûrement meilleur s'il y avait une sortie sur toutes les plateformes en même temps, pour bénéficier, je dirais, de la hype maximale au moment de la sortie du jeu. Par contre, point plutôt positif, c'est que le jeu a le droit à une démo sur PC, tout comme ça avait été le cas sur PS5, mais je dirais que le gros intérêt sur PC, c'est que déjà on peut faire une partie du début du jeu, ce qui permet de se faire une idée aussi, de comment ça tourne sur sa machine, de voir si les prémices de l'histoire et le gameplay vous plaisent avant de passer à l'achat, et en plus de ça, la sauvegarde de la démo se transfère vers la version entière du titre, donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne initiative, et ce serait cool si c'était plus souvent adopté. Sinon, au niveau technique, alors Final Fantasy XVI, ça tourne sur un moteur maison de chez Square Enix, et on n'en sait pas beaucoup plus que ça. On suppose que ça s'inspire du moteur de Final Fantasy XIV, modifié en profondeur, puisqu'évidemment, le jeu est quand même bien plus beau que le MMO de Square Enix. Et au niveau des techniques de rendu, on est un petit peu dans le flou aussi. Pour la gestion des ombres, par exemple, le jeu propose un rendu assez similaire à ce que proposeraient des ombres avec Ray Tracing, mais bon, apparemment, ça en est pas forcément pour autant. Au niveau des éclairages, par contre, on est normalement là sur de la rasterisation classique, mais c'est plutôt bien foutu. Personnellement, je trouve que le jeu est quand même assez inégal, puisqu'il y a des moments où le jeu est vraiment magnifique, et d'autres moments où le rendu est quand même assez quelconque, voire un petit peu daté. Donc dans l'ensemble, le positif, par exemple, je trouve que le rendu des armures est vraiment très très réussi. Les textures dans l'ensemble sont plutôt propres aussi, même si il y a des exceptions où c'est plutôt moche aussi. Le popping, il est présent, mais il est plutôt bien géré dans l'ensemble. Mais c'est vrai aussi que la DA et le style du jeu, ça aide pas toujours à le rendre vraiment aussi étincelant qu'il pourrait l'être. Ça se veut quand même assez terne au niveau de l'ambiance, et le style un petit peu semi-animé, semi-réaliste, ça plaira pas à tout le monde. Donc dans l'ensemble, le jeu est très soigné, c'est très propre, c'est bien réalisé, que ce soit au niveau graphique ou au niveau sonore même, mais c'est pas une claque technique pour autant. On est, je dirais, sur un jeu de génération actuelle, plutôt bien réalisé. Pour la version PC par contre, alors là, quand même pas mal de soucis. Déjà au niveau des features, pas de support de ultra-wide, le jeu est hyper lourd, sans que ce soit vraiment hyper justifié, comme on le verra ensuite. La stabilité du framerate n'est pas géniale à mon goût non plus, surtout quand on capte pas les FPS. Et en parlant de cap de FPS, alors les cutscenes sont capées à 30 FPS, ce qui fait que vous jouez tranquillement sur votre PC à 100 FPS, une cutscene arrive et bam, 30 FPS, pour ensuite remonter à 100 une fois que la cutscene est terminée. C'est vraiment horrible au niveau du ressenti, je comprends vraiment pas pourquoi ils ont laissé un cap à 30 FPS au niveau des cutscenes, c'est absolument, c'est un non-sens complet sur PC. On a aussi la joie d'avoir une protection des niveaux sur le titre, ce qui est toujours pénible, et on sait toujours pas l'impact que celui-ci a sur les performances, puisque
quand on pense à Star Wars Jedi Survivor, qui vient d'avoir un patch sur PC qui enlève des niveaux et en plus augmente les performances en même temps, on se pose la question, est-ce que c'était juste les optimisations ou est-ce que des niveaux participent aussi à l'amélioration des performances? Bon, malheureusement, on le saura probablement jamais. Au niveau du stuttering, alors il y a eu une séquence de compilation de shaders au lancement de Final Fantasy XVI, ce qui semble rendre les choses relativement correctes à ce niveau-là. J'ai vu des gens se plaindre de stutter, alors apparemment le jeu ne gère pas forcément hyper bien les priorités au niveau des processeurs, surtout que les processeurs un petit peu plus anciens. Je sais pas non plus s'il y a des problèmes avec les Picor et Icor, parce que j'ai pas pu tester le jeu à cause de des niveaux avec un 14700K ou le 13600K, donc peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là aussi, j'en sais rien. Sinon, pour ce qui est de l'ultra-wide, du cap de FPS sur les cutscenes, il y a déjà des mods qui sont sortis pour corriger ça sur PC. Merci la communauté PC, comme d'habitude, pour fixer les jeux au moment de leur sortie, avec des features qui devraient être là d'emblée et qui n'ont pas l'air apparemment très difficiles à implémenter. Par contre, comme je le disais juste avant, le jeu est vraiment très lourd. Et ici, comparativement à Black Myth Wukong ou Star Wars, qui vient de sortir, on peut pas porter le blâme, je dirais, sur le ray tracing, puisque de ce que l'on en sait, en dehors des ombres qui potentiellement pourraient être du simili ray tracing sur Final Fantasy, pour le reste, le rendu du jeu est plutôt classique, donc on n'est normalement pas sur quelque chose de similaire à Lumen ou le Snowdrop Engine de chez Ubi. Donc le jeu est vraiment hyper gourmand, sans que ça ne semble être vraiment justifié par rapport à ce qui est affiché à l'écran, même si le jeu est loin d'être moche. Donc certains diront, encore une fois, que le manque d'optimisation et tout ça, c'est à cause des technologies type DLSS et FSR, dont on va parler ensuite, mais je rappelle aussi que le jeu sur console était déjà assez problématique sur certains points. FF16 est taillé pour la PS5 pour tourner à 30 ou 60 FPS sur celle-ci, sans autre considération, on va dire. Et ça se voit aussi pour la version PC, qui n'a apparemment pas vraiment bénéficié de beaucoup d'optimisation spécifiques. Du coup, le scaling des presets graphiques est vraiment très mauvais, comme on peut le voir ici, puisqu'en passant des détails ultra aux détails bas, on gagne moins de 30% de performance. Il n'y a vraiment que l'upscaling qui permet de gagner significativement en perf, puisqu'ici, par exemple, passer du rendu natif au DLSS Quality, en 4K avec la 4090, on gagne 45% de performance en plus. Et oui, comme on peut le voir ici, on est à 50 FPS de moyenne avec une 4090 en 4K natif pour un jeu sans ray tracing. Donc bon, quand certains râlaient que Black Myth Wukong ou Star Wars Outlaws étaient selon eux des jeux hyper mal optimisés, ça permet quand même de relativiser. Sur ces deux jeux-là qu'on a testé il n'y a pas longtemps, on avait un très bon scaling au niveau des presets graphiques, et c'était deux jeux avec ray tracing obligatoire, et on pouvait les faire tourner correctement sur des petites machines avec des compromis, oui, mais c'était plutôt correct. Ici, c'est clairement pas la même chose. Donc bon, par certains aspects, le jeu me rappelle un petit peu certains portages consoles d'il y a plus de 10 ans. C'est service quasiment minimum et une lourdeur totalement injustifiée. Et non, les développeurs n'ont pas attendu le FSR et le DLSS pour mal optimiser leur jeu, ça a toujours été le cas sur PC, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Et en parlant de DLSS et FSR, justement, alors, plusieurs points quand même plutôt positifs pour Final Fantasy XVI, c'est déjà que les trois technologies des trois fabricants sont présents. On retrouve donc le DLSS 3 Upscaling et Frame Generation, le FSR 3 Upscaling et Frame Gen. Par contre ici encore, c'est dommage, c'est pas le FSR 3.1, ce qui veut dire qu'encore une fois, on ne peut pas utiliser le Frame Gen d'AMD avec d'autres technologies d'upscaling, ce qui pourrait être toujours sympathique, que ce soit pour les cartes d'AMD ou les anciennes cartes d'NVIDIA. Et on retrouve également le XeSS en version 1.3. Par contre, en ce qui concerne le rendu du jeu de base, alors il y a un mode original pour activer le même anti-aliasing et upscaling que sur console, ce que je recommande pas du tout, puisque c'était un des plus gros défauts du jeu sur PS5, puisque c'est du TSCMAA plus FSR premier du nom, qui produira pas une image de bonne qualité du tout. Donc quoi qu'il arrive, minimum, je dirais, activer le FSR anti-aliasing plutôt que la solution d'origine. Donc bon, en dehors du FSR 3.1 qui est absent, pas grand chose à reprocher au niveau des options de rendu, mais pour les comparaisons en natif, du coup j'ai choisi de passer par le DLAA, FSR AA et XeSS AA pour les cartes d'Intel. Et dans les grandes lignes, quoi qu'il arrive, le rendu sera plus propre que sur console et son FSR 1. Donc bref, une fois qu'on a dit ça, on va aller voir maintenant comment ça se passe du point de vue performance au niveau des cartes graphiques et des processeurs, et on va aussi jeter un coup d'œil au niveau des upscalers. Alors la scène de test dure 1 minute comme d'habitude, c'est une section de nuit, on arrive dans une clairière et ensuite un petit village, c'est quand même relativement lourd. Pour les drivers, il y a les derniers drivers pour les 3 marques de cartes graphiques, avec comme souvent ces derniers temps, un driver bêta de la part d'AMD, mais qui est sorti dans les temps pour le test ce coup-ci. Ça me change un petit peu. Pour le preset graphique, j'ai choisi le mode ultra, vu que comme on vient de le voir, il y a vraiment très peu de différence avec les détails élevés. Du coup ça me paraissait plutôt logique d'utiliser celui-ci, puisque concrètement, quand on regarde encore une fois le graphique,
Les presets, hein, c'est soit ultra, soit médium. Les deux autres font pas vraiment sens. Donc bon, allons voir ce que ça donne. Bon, alors on commence notre petit comparatif des upscalers, comme d'habitude. Bon, ce qu'on peut noter d'emblée, c'est que le rendu est déjà différent entre les trois. Puisqu'on voit déjà qu'au milieu, c'est le FSR, à gauche, le DLSS, et à droite, le XeSS. On est en 1440p détail qualité. Et ultra qualité pour le XeSS, parce que sinon, on n'est pas à la même échelle de rendu. Donc, bon, au milieu, c'est clairement beaucoup plus sharp. Même un petit peu trop sharp à mon goût. Ce qui fait que ça a un rendu assez pixelisé, et ce qui fait qu'au niveau des particules qui tournent là, ça devient un petit peu de la bouillie de pixels, même au niveau des nuages derrière, on voit que les particules qui passent, ça crée un petit peu de ghosting, hein. Si on zoome, ça se voit très clairement, ça crée des petits carrés, ce qui n'est pas le cas avec le DLSS, et avec le XeSS non plus. Donc au niveau du ghosting des particules, ben, c'est un peu plus prononcé avec le FSR. Après, ce qu'on note aussi, ben, c'est qu'au niveau des effets de transparence, comme d'habitude, hein, ça crée toujours cet effet un petit peu brouillon avec le FSR. Et clairement, j'aime pas le rendu. Ça me rappelle un petit peu l'implémentation qu'on avait eue sur Ratchet Clank, avant l'arrivée du FSR 3.1, où c'était beaucoup trop sharp. Ben, je retrouve un petit peu la même chose ici. Au niveau de l'armure et compagnie, du coup, ben, ça crée un petit peu de shimmering, hein. Mais on note aussi ben, qu'entre le DLSS et le DLSS est plus net. Très clairement, hein, le XeSS est plus flou et restitue moins les détails. Le FSR un peu trop sharp. Après, il y en a certains qui préféreront peut-être ce rendu là, hein. Après, c'est à l'appréciation de chacun, bien évidemment. Moi, généralement, je préfère une image un petit peu plus soft. Bon, alors on retrouve ensuite notre petite rotation habituelle. Bon, ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des artefacts, bah déjà, on voit qu'on voit du nez, hein. Il n'y a que le FSR au milieu, là. Il y a des artefacts. On voit aussi qu'il y a toujours cette petite traînée noire, au niveau des épaulettes, par exemple, derrière le personnage. Donc ça, c'est un classique du FSR, malheureusement. Et très clairement, ben, par rapport aux deux autres, c'est du coup moins sympathique, hein, je trouve, puisqu'on a un petit peu de ghosting. Ça va recommencer, hop. Qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Comme d'habitude, dans le FSR ici est beaucoup plus sharp. Sinon, au niveau des artefacts, pour le DLSS, ça a l'air correct. Pas de ghosting, tout du moins beaucoup... Bon, ça a l'air d'aller. Un petit peu au niveau des... Un petit peu de scintillement au niveau des cheveux, mais moins prononcé que le XeSS qu'on va regarder après. Dans l'ensemble, ça se maintient pas trop mal, mais là, très clairement, le FSR fait beaucoup moins bien que les deux autres, hein. Et pour le XeSS, alors encore une fois, évidemment, si on met pause, le XeSS est un petit peu plus flou que le DLSS, et le FSR, contrario, est trop net. Comme quoi, parfois être net, c'est pas forcément un avantage. Et au niveau du ghosting, bah pour le XeSS, ma foi, ça a l'air d'aller. Pas trop dégueu. Se comporte pas trop mal. Bon, après, on retrouve hein, le... Il y a plus de scintillement au niveau des cheveux que le DLSS, mais ça, je vois pas grand chose. Et même par rapport au FSR, où c'était un petit peu cracra, là, comme on venait de le voir. Donc ouais, je trouve qu'ici encore, le DLSS et le XeSS s'en sortent mieux que le FSR à mon goût. Alors une petite dernière pour la route, ici on court un petit peu pour entrer dans le petit village là. Ce qu'on peut noter, c'est que le DLSS dans l'ensemble, c'est plutôt stable. C'est pour ça qu'on aime bien le DLSS la plupart du temps. Pas grand chose à redire. Le FSR, bon, bah, comme depuis le début des comparaisons, c'est plus sharp. Et du coup, bah, on voit que là, si on fait attention, hein, ça scintille plus que l'image avec le DLSS. Pas catastrophique non plus. Après, on a toujours cette image oversharp, hein. Et le XeSS... c'est pas trop dégueu. Un petit peu moins stable hein, que le DLSS, j'ai l'impression, mais c'est mieux que le FSR. Donc dans l'ensemble, hein, j'ai quand même envie de dire, si j'avais le choix entre le FSR et le XeSS, moi personnellement je préfère utiliser le XeSS sur le jeu. Et puis sinon, bah, s'il y a le DLSS comme d'hab, la plupart du temps ça fait plus sens d'utiliser le DLSS.
Alors on commence les petites vidéos avec la 4090, toute seule hein, comme d'habitude, en 4K Ultra. Bon bah comme on peut le noter, hein, c'est qu'on n'est même pas à 60 FPS de moyenne, avec une 4090 en 4K natif, c'est vraiment hyper compliqué. Le jeu est vraiment beaucoup trop lourd par rapport à ce qui est affiché. Malheureusement, comme on va le voir après, hein, c'est un petit peu la même chose avec les autres cartes. Donc déjà là, hein, si on veut avoir du 60 FPS constant avec une 4090 en 4K, bah, faudra utiliser le DLSS en mode Quality. Alors on enchaîne après avec le classico, la 4080 Super contre la 7900 XTX. Bon, j'ai oublié de resize l'overlay pour la XTX, désolé. Du coup c'est un peu petit, mais bon, dans les grandes lignes, hein, les cartes sont assez proches. Il y a un très léger avantage pour la 7900 XTX en 4K. Dans les autres résolutions, comme on verra ensuite, c'est vraiment très proche. Hein. Les deux cartes sont vraiment au coude à coude la plupart du temps. C'est le même niveau de performance, mais comme on peut le voir ici, bah, on est en dessous des 40 FPS pour les deux cartes en 4K natif, donc là aussi hein, c'est comme avec la 4090, upscaling quasiment obligatoire. Alors pour la 4070 Ti Super et la 7900 XT, bon j'ai même pas fait la vidéo en 4K puisque ça avait pas grand intérêt, ça tournait pas suffisamment bien, donc du coup j'ai uniquement fait la vidéo en 1440p, en ultra. Bon bah comme on peut le voir, hein, c'est un petit peu comme avec la 4080 Super et la XTX, bah, les performances sont assez proches, les deux cartes sont dans le même niveau de performance. Il y a des moments, la 4070 Ti Super sera légèrement au-dessus, il y en a d'autres, ce sera la 7900 XT, mais globalement elles sont vraiment au coude à coude sur le titre. Mais on voit que déjà là, hein, 1440p Ultra, bah on est difficilement aux 60 FPS de moyenne, donc déjà là, en 1440p, c'est compliqué. On enchaîne avec la 4070 Super et la 7900 GRE, et là bah, on peut voir que c'est léger avantage pour la 4070 Super qui s'en sort globalement un petit peu mieux sur le titre. Bon, c'est pas un écart transcendantal, et quoi qu'il arrive, les deux cartes sont sous les 60 FPS de moyenne, mais bon, c'est avantage malgré tout ici pour la 4070 Super. C'est vrai que la GRE, comme on va le voir juste après, même par rapport à la 7800 XT, bah, elle fait pas vraiment beaucoup mieux. Et on arrive donc sur la 4070 et la 7800 XT, toujours en 1440p. Et là, on voit que les deux cartes sont au coude à coude, hein, mais on est passé maintenant un petit peu plus régulièrement sous les 50 FPS de moyenne. Donc ici aussi, hein, même avec des cartes de ce calibre-là, sur ce jeu-là, bah, c'est compliqué. Il y a quasiment que l'upscaling qui permettra d'aller chercher les 60 FPS. Et on voit, hein, comme je le disais juste avant, que la 7800 XT ici est très légèrement en dessous de la GRE. Bon, bah, il y a des jeux où il y a plus ou moins d'écart. Ici, l'écart n'est pas énorme. On passe donc sur les cartes 1080p avec la 4060 Ti modèle 8Go ici contre la 7700 XT. Et là on peut voir que c'est très clairement à l'avantage de la 7700 XT. Puisque là, sur ce jeu là, hein, les 4060 Ti 8Go ou les cartes avec 8 lignes PCI Express uniquement, bah, comme on le verra après avec d'autres cartes, bah, elles ne sont pas spécialement à la fête. Les 4060 Ti sur ce jeu là, bah, ne brillent pas spécialement. Mais bon, c'est pas les seules cartes qui sont, je dirais, avec un niveau de performance moins bon que d'ordinaire. Mais bon, comme on peut le voir ici, même la 7700 XT, 1080p, bah on a difficilement les 60 FPS de moyenne. Donc, quoi qu'il arrive, les performances sont pas incroyables. Et la 4060 Ti ici, bah on est difficilement aux 30 FPS de moyenne aussi. Donc, ouais, c'est compliqué. On retrouve donc les petites cartes de la génération, la 4060 et la RX 7600. Et là, ben, comme vous pouvez le voir, hein, pour la 7600, bon, ben, les performances sont très mauvaises, hein, même par rapport à la 4060 qui s'en sort beaucoup mieux dans l'ensemble ici. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, hein, puisque comme on va le voir après, avec la RX 6600, on est plus ou moins avec le même problème. Les performances sont vraiment à la ramasse. Alors, je sais pas s'il y a un souci particulier qui pourra être amélioré avec les drivers, mais pour ces deux cartes-là, qui ont un GPU au final assez similaire, ben, les performances étaient vraiment catastrophiques. Donc la 4060 ici s'en sort beaucoup mieux. Bon, dans les grandes lignes, malgré tout, on est difficilement aux 30 FPS. Ici, encore une fois, on est encore un petit cran en dessous des 4060 Ti. On arrive aux cartes d'ancienne génération, avec la 3080 et la 3090 Ti. Donc on repasse en 1440p ici. Alors, comme on peut le voir, hein, la 3080, comme d'habitude, bon, ça tourne au niveau de performance des 4070, 7800 XT et compagnie. Elle se maintient encore tout à fait correctement. En 1440p, les 10 Go de VRAM sont pas un problème. La 3090 Ti, bien évidemment, pas de problème particulier, hein, si ce n'est la lourdeur du jeu. Mais on va dire que forcément, elle est plus performante que la 3080. Et c'est des performances avoisinant hein, celles des 4070 Ti, Ti Super et compagnie. C'est plus ou moins ce à quoi on s'attendait. Donc on arrive au 3060 Ti et 6700 XT, bon, les performances sont pas incroyables, mais ça se maintient quand même beaucoup mieux que les 4060 Ti par exemple, ou la 4060, ou les RX 7600.
Alors qu'on a déjà vu dans d'autres jeux hein, que parfois la 4060 ou la 7600 sont assez proches des 3060 Ti ou 6700 XT. Donc bon, la grosse différence majeure physique entre les deux, je dirais, en dehors de l'architecture et tout, c'est aussi le nombre de lignes PCI Express. Et là, comme toutes les cartes avec 8 lignes PCI Express sont pas spécialement à la fête, je pense que ça avantage du coup les 3060 Ti et 6700 XT. Puis comme on peut le voir ici, pour la 3060 et la RX 6600, c'est largement à l'avantage de la 3060 ici. Puisque bon, elle a 16 lignes PCI Express, à mon avis, ça doit jouer un petit peu. Non pas que les performances soient incroyables, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux que la RX 6600. Et on voit que la 6600 fait même un petit peu mieux que la 7600. Donc je sais pas trop ce qui se passe, que ce soit pour Navi 23 et Navi 33. Navi 33 a l'air vraiment en difficulté ici, alors je sais pas si c'est une histoire de driver. Je dirais qu'ici, la 6600 c'est un petit peu plus logique, même par rapport à la 3060, c'est juste qu'elle est un cran en dessous. Mais bon, c'est pas des performances terribles quoi qu'il arrive. Alors on arrive maintenant sur les cartes plus anciennes encore, avec la RTX 2060 et la 1080 Ti. Bon, ce qu'on peut noter, c'est que sur ce jeu-là, la 1080 Ti est devant la RTX 2060. Mais on voit aussi que la 2060, au niveau de son framerate, au niveau de son frame time aussi, il y a des à-coups réguliers, ce qui veut dire que les 6 Go de VRAM sont un problème ici. La carte stutter pas énormément, mais il y a des à-coups assez réguliers. Bon, on n'est pas en saturation de VRAM totale, mais on n'en est pas loin. Ce qui pénalise du coup les performances de la 2060. La 1080 Ti, bon, architecture beaucoup plus ancienne, on voit, il y a certains moments, elle descend au niveau de la 2060, mais elle arrive quand même difficilement à maintenir les 30 fps de moyenne. Donc ici aussi, pour ces deux cartes-là, en dehors d'utiliser upscaling, on pourra pas faire grand-chose, puisqu'au niveau des réglages, encore une fois, on gagnerait que 3-4 fps maximum. Et enfin on arrive avec la GTX 1060, bon, c'est très clairement un des jeux qui tourne le moins bien sur la 1060 que j'ai vu dernièrement, puisque bon, on avait vu des jeux qui mettaient à mal la GTX 1060, mais là c'est quand même compliqué, puisque même avec de l'upscaling quand même assez agressif, en baissant les détails en détail bas, la 1060 a quand même difficilement, elle atteint difficilement les 30 fps de moyenne, donc c'est vraiment pas un jeu que je conseillerais du tout. Pour ceux qui ont des cartes de ce type-là, c'est vraiment pas utilisable, ce sera pas agréable, vaut mieux éviter totalement. Donc bref, comme on le voit depuis le début, c'est quand même un jeu très gourmand, trop gourmand. Alors on arrive au graphique pour le 1080p, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même compliqué. Il n'y a que la 4090 qui arrive au-dessus des 100 fps de moyenne. La 4080 Super et la 7900 XTX, même niveau de performance, tout comme pour la 7900 XT et 4070 Ti Super qui sont quasiment à égalité. La 3090 Ti est en embuscade, suivie d'assez près par la 4070 Super, qui se démarque de la GRE ici, qui elle se positionne au même niveau que la 4070 classique, avec la 7800 XT et la 3080 juste derrière. Et c'est tout pour les cartes qui arrivent aux 60 fps de moyenne en 1080p. Ouais, c'est pas glorieux, d'autant plus que baisser les détails, ça aide pas tant que ça, comme on l'a vu avec les différents presets. Mais bon, pour les cartes plus bas dans le tableau, c'est quand même intéressant de noter que la 6700 XT et la 3060 Ti sont au coude à coude, et elles sont toutes les deux au-dessus des 4060 Ti, qui ne brillent pas spécialement sur le titre, tout comme la plupart des cartes avec seulement 8 lignes PCI Express, puisque comme on peut le voir, le duel habituel RTX 4060 RX 7600, c'est un no match ici, comme on l'a vu en vidéo, avec la 7600 qui choque complètement, et se retrouve même derrière la 6600, sans que je comprenne vraiment trop pourquoi les performances s'effondraient totalement sur la 7600. Et c'est pas faute d'avoir testé et retesté la chose plusieurs fois. Pareil, la 6600 est de toute manière elle aussi avec des performances vraiment très mauvaises sur le titre, même comparativement à la RTX 3060, qui n'est pourtant pas déjà franchement à la fête. Mais bon, j'ai l'impression que le titre tire vraiment beaucoup au niveau de la bande passante, même bande passante PCI Express, vu les résultats qui sont quand même plus bas que d'ordinaire pour les cartes avec 8 lignes PCI Express. Pour les cartes Intel, alors j'ai trouvé les performances moins stables que chez Nvidia ou AMD, et ça se ressent au niveau des 1% qui sont un petit cran en dessous, mais dans l'ensemble en 1080p, avec de l'upscaling du coup, puisqu'il n'y a pas vraiment le choix de faire autrement, en dehors de tourner à 30 fps environ, on peut jouer. On voit que la 2060 a quand même du mal avec ses 6 Go de VRAM, le framerate était pas très stable, tout comme pour les GTX 1060 et la 380, qui n'arrivent que difficilement aux 10 fps de moyenne, et comme on l'a vu en vidéo, même avec un upscaling hyper agressif, la 1060 n'arrive pas vraiment à maintenir un 30 fps stable. J'ai rarement vu ça, même sur les jeux les plus lourds sortis dernièrement. Black Myth Wukong et Star Wars Outlaws, encore une fois, tournaient mieux que ça, même avec la 1060. Alors en 1440p, j'ai zappé les cartes les moins performantes en dehors des 4060 Ti pour observer les performances entre le modèle 8 et 16 Go principalement. Et on voit d'ailleurs ici que les 8 Go de VRAM en 1440p sont insuffisants. Mais bon,
Les deux cartes sont de toute manière sous les 30 FPS, donc c'est pas exploitable quoi qu'il arrive. Il n'y a que la 4090, la 4080 Super et la 7900 TX qui arrivent au-dessus des 60 FPS de moyenne en 1440p. C'est quand même très très rare de voir ça dans un jeu qui n'utilise pas le ray tracing ou de techno type Lumen, donc encore une fois, hein, c'est vraiment très lourd, beaucoup trop lourd. On passe donc en 4K et du coup, bah ouais, aucune carte au-dessus des 60 FPS, même la 4090 n'y arrive pas en natif, et on tourne sous les 40 pour toutes les autres. Vu que les presets graphiques font quasiment rien gagner, ce sera du coup quasiment upscaling obligatoire pour la plupart des cartes sur ce jeu-là. A noter aussi que pour la RTX 3080, on voit qu'au niveau des 1%, elle décroche ici en 4K. Bon, là c'est un problème au niveau de la VRAM. 4K Ultra avec 10 Go, c'est pas suffisant ici. Et enfin pour les processeurs, alors à cause des nouveaux, j'ai pas eu le temps de tester plus de 4 processeurs, mais bon, comme on peut le voir, déjà en 1080p, l'écart entre le Ryzen 7600 et le 7800 que je trouverais est pas vraiment énorme. Donc bon, très clairement, hein, c'est un jeu qui tire plus sur la carte graphique que les processeurs, mais on voit aussi que le Ryzen 3600 arrive quand même difficilement à maintenir du 60 FPS de moyenne. Donc on comprend aussi du coup pourquoi le titre galère à maintenir du 60 constant sur PS5 aussi. Le 13100F s'en sort pas si mal que ça, mais il était quasiment à 100% d'utilisation sur tous les corps. Selon ce qui se passe, je serais pas surpris que ça crée des stutters par moment. Donc bref, comme on vient de le voir, ce portage de FF16, c'est pas vraiment glorieux. Le jeu est vraiment hyper gourmand, que ce soit pour les cartes graphiques ou les processeurs. Et même si le titre est loin d'être moche, ça paraît quand même difficile de justifier cette lourdeur. Puisque même comparé à Space Marine 2 il y a quelques jours, au moins sur celui-là, il était très lourd du côté processeur, mais bon, on comprenait plus ou moins pourquoi, vu le nombre, je dirais, de hordes d'ennemis qui arrivaient à l'écran. Donc bon, si le jeu vous intéresse, je ne saurais que trop vous recommander de tester la démo avant de l'acheter, pour avoir une idée de comment ça tourne, et si le rendu vous plaît ou pas, puisque vous aurez très probablement nécessité d'utiliser le scaling pour pouvoir faire tourner le jeu de manière correcte. Donc, sinon, pour améliorer l'expérience, alors j'ai trouvé que le jeu se comportait bien mieux en capant les FPS, sinon le frame time a tendance à fluctuer, et c'est plutôt désagréable. J'ai fait une bonne partie du début du jeu à 60 FPS capé en 4K, c'était plutôt stable. Mais c'est vrai que dès qu'on laisse les FPS filer un petit peu plus, ça avait tendance à partir un petit peu en dents de scie, c'était beaucoup moins agréable à l'utilisation. Les modes pour l'ultra wide et pour éviter d'avoir des cutscenes à 30 FPS, je trouve que c'est aussi un must-have, car c'est vraiment hyper désagréable ce côté-là. Donc bon, même si on peut jouer au titre à coup d'upscaling et de frame generation, si on le souhaite, c'est clairement un portage qui paraît quand même un petit peu bâclé. Mais bon, c'est pas le premier Final Fantasy qui arrive dans un état très moyen sur PC. Le remake de Final Fantasy VII, il y a quelques années, n'était pas non plus sorti dans un état très glorieux. Et on se souvient aussi par exemple de Final Fantasy XV, qui lui aussi était vraiment hyper gourmand. Malgré le fait que ce qui soit affiché à l'écran était plutôt sympathique, mais pas non plus transcendant. Et même encore maintenant, si vous lancez Final Fantasy XV, le benchmark en mettant tout à fond de balle, vous verrez que ça reste encore vraiment très lourd. Donc bon, on verra bien si le jeu recevra quelques patchs pour corriger les plus gros défauts, vu que la démo avait été patchée plusieurs fois, mais j'ai quand même un petit peu de mal à m'imaginer une augmentation des performances. À mon avis, ça bougera pas énormément. Et sinon, en dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est qu'on verra bien. Maintenant, si God of War Ragnarok se comportera mieux, puisqu'on va enchaîner avec celui-ci, puisqu'il sort ce soir, il me semble, donc on verra bien. Et puis, voilà, sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins pénibles de YouTube, c'est des big mais ça aide. Il y a également la page Amazon de la chaîne, si vous voulez des idées de config type, c'est dans la description de la vidéo. Et comme toujours, un immense merci aux membres soutien YouTube et Ko-fi de la chaîne, qui permettent à la chaîne de rester en vie, tout simplement. Donc un grand merci à vous tous, et on se retrouve du coup très rapidement pour l'autre vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!